Naps est condamné à 7 ans de prison pour V. Pour la première fois avec Tarmac, j'ai pu assister à un procès pour V. Ça avait lieu à Paris fin février. L'idée, c'est de comprendre concrètement à quoi ressemble un procès pour V vu de l'intérieur. Alors je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, on va aborder des sujets sensibles et parler d'agression sexuelle et de V. C'est parti, on va décrypter tout ça. Salut, moi c'est Johanna, je suis journaliste pour Tarmac. Tu m'as peut-être déjà vu interviewer des artistes à plusieurs reprises, mais aujourd'hui j'ai pris ma petite cam pour aller vadrouiller direction la cour criminelle de Paris pour 4 jours de procès. Rendez-vous lundi matin, 9h30, en plein cœur de Paris, à la cour criminelle départementale. En gros, Naps va être jugé comme aux assises, mais avec un jury de 5 magistrats professionnels et pas face à un jury de citoyens tirés au sort. Alors au premier jour d'audience, la presse est au rendez-vous. Les caméras sont là, Naps arrive avec 3 avocats. Il est habillé tout en blanc dans un ensemble bien flash. La victime, elle arrive seule avec son avocat, elle se cache le visage. Finalement, moi quand j'entre dans la salle d'audience, le premier truc qui me frappe, c'est à quel point l'espace dans cette salle est très codifié. Un côté de la salle est destiné à Naps et à ses 3 avocats. Derrière eux, les proches de Naps et une partie du public. L'autre côté est celui de la partie civile. Les bancs pour la presse sont de ce côté-là aussi. On est extrêmement proche. Je me suis retrouvée plusieurs fois à peine à quelques centimètres de la plaignante. Personnellement, j'ai trouvé cette proximité particulièrement étrange, surtout pour elle. La plaignante, parlons-en d'ailleurs. Bien sûr, Naps, tout le monde connaît son visage à lui, mais elle, celle que je vais appeler Fanny, elle cache son visage aux caméras. Quelques semaines avant le procès, son avocat, maître Jean-Baptiste Boué-Diacono, m'a raconté au téléphone qu'elle était terrifiée à l'idée qu'on puisse connaître son identité. Et pourtant, c'est à elle que la présidente de la cour va poser la première question, déterminante pour la suite. Souhaitez-vous le huis clos ? Réponse de Fanny, non. Ça signifie que la presse, mais aussi le public, va pouvoir assister au procès, car oui, la justice est ouverte au public. Pour assister à un procès pour viol en France, il faut avoir minimum 15 ans. Et d'ailleurs, pendant les 4 jours d'audience, il va y avoir pas mal de jeunes qui vont assister au procès. Beaucoup de très jeunes filles, mais pas seulement. À ce propos, lors d'une suspension d'audience, j'en ai surpris certains en train de débattre. Alors ils voulaient pas que je les filme, mais ils ont accepté que je laisse traîner mon micro. Pour moi, c'était du 50-50, mais j'ai mon avis sur la culpabilité au nom du rappeur. Là, il y a des témoins, il y a personne qui concorde sa version aussi. Ça, c'est important de dire que dans son récit, il est seul, en fait. C'est vrai que le mot viol, en fait, il est juste fort à entendre pour certains. Pour être couché avec quelqu'un qui dit non, qui dit ni oui ni non, c'est non, c'est un viol. Pour la fille qui est accuse de viol, t'as pensé quoi un peu de sa position là-dedans En fait, c'est un peu malaisant, en fait, pour elle, parce qu'on parle à chaque fois de ses parties intimes, on parle de ce qu'elle a porté, En fait, je sais pas, c'est une sorte de honte. Genre, je comprends son état moral et je comprends, et c'est un traumatisme pour elle aussi. Le procès dure 4 jours, donc en fait on avance avec un planning précis. Le premier jour est consacré à la personnalité de l'accusé. Naps est défendu par 3 avocats ultra offensifs. Les 3 se succèdent à chaque fois pour tous les interrogatoires, contre-interrogatoires et pour les plaidoiries, ils y vont à 3. Leur but, acquitter leur client. Leur méthode, semer le doute, coûte que coûte. On va également entendre beaucoup d'experts, 2 experts psychiatres et psychologues qui se sont penchés sur la personnalité de Naps. On va d'ailleurs apprendre que c'est un homme qui cloisonne tout. Sa vie privée et amoureuse est vécue à part de sa vie professionnelle, de ses showcases et de ses addictions, notamment au cannabis et à l'alcool. On va aussi entendre les experts en analyse génétique qui ont retrouvé l'ADN de Naps sur les sous-vêtements de la victime. Le médecin légiste qui a reçu la victime le lendemain des faits et qui va exposer les lésions dont elle a souffert. On va entendre l'enquêtrice aussi. À la barre, ça défile, mais aussi à distance. Et puis la présidente va lire de nombreux témoignages et de nombreuses dépositions. Enfin, une large part est laissée aux témoins de cette soirée qui a viré au drame. Si les versions des 3 amies divergent, elles sont toutes d'accord sur un point, la plaignante dormait au moment des faits. Ça, c'est ce qu'a déclaré Sylvie Gallimard, l'enquêtrice qui a reçu la plaignante en 2021. Alors que s'est-il passé cette nuit du 30 septembre au 1er octobre 2021 ? En fait, tout commence par une soirée banale. Fanny et ses 2 amies, Alice et Camille, elles ont 20 ans. Elles sont jeunes, elles sont mignonnes, elles ont envie de faire la fête. Ça tombe bien, elles connaissent un promoteur d'une boîte qui s'appelle Lucky. C'est simple, entrée, carré VIP et boissons aux frais de l'établissement, et en échange, mettre l'ambiance. La présence des filles pousserait les mecs à consommer davantage. Naps, lui, est à Paris pour affaires. Faut dire que quelques mois plus tôt, il sortait son titre phare, La Kiffance. C'est un ami journaliste à lui qui insiste pour sortir faire la fête, un certain Bertrand L. Naps est off, alors lui et son entourage se retrouvent au carré VIP du Quai. D'après plusieurs témoins, ça boit pas mal et ça fume beaucoup. Dans la soirée, c'est ce même Bertrand L qui va soulever la robe d'Alice alors qu'elle est en train de danser.
Elle va s'énerver, et Naps, qui n'apprécie pas le geste de son pote, va tenter de s'excuser et proposer un verre aux filles. C'est comme ça que la plaignante se retrouve à la table de Naps. Tous les témoins s'accordent à dire qu'il y avait une bonne ambiance et que tout le monde s'amusait sans être pour autant dans la séduction. Au fil des témoignages, on comprend que Fanny est plutôt réservée, un peu dans son coin. Alice, son amie, elle est plus extravertie. C'est elle qui s'entretient avec tout le monde, danse et met l'ambiance. On apprend aussi que Naps est dans son coin, il évite un peu les lumières. Faut dire qu'on apprend aussi qu'au cours de l'instruction, Naps a déjà eu plusieurs obligations de soins pour ses addictions et qu'il ne les a pas respectées. À la fermeture du club, c'est trop tôt pour achever cette soirée qui se passe bien. Camille et Fanny racontent que c'est Alice qui leur propose de suivre Naps et ses potes en after. Fanny, la plaignante, mais aussi Camille et Alice, affirment qu'il n'y avait rien de sexuel dans l'idée d'un after. L'entourage de Naps aussi va d'ailleurs dans ce sens. Alors dans le van, ça consomme des bonbonnes de gaz hilarant, des joints, de l'alcool. Un cocktail qui, selon les experts, peut entraîner des troubles du comportement, de la vigilance, de la mémoire et de la faiblesse musculaire aussi. Arrivé en bas de l'hôtel Mercure, le journaliste trop bourré est congédié par l'équipe de Naps. Son équipe réserve les chambres et demande aux jeunes filles leur téléphone. À la barre, Naps dira « C'est pas une contrainte, si les filles ne veulent pas, alors elles peuvent partir. » Mais les filles donnent leur téléphone. À partir de là, les récits divergent. Ce qui est sûr, c'est que le cousin et le garde du corps de Naps vont se coucher. Dans la chambre 436 de cet hôtel, Naps, 35 ans au moment des faits, est seul, avec Fanny la plaignante, Camille et Alice. Une chambre d'à peine 10 mètres carrés. On continue à boire et à prendre des substances. La première à s'endormir, c'est Camille. À la barre, elle dira être réveillée par des mouvements, une sensation de va-et-vient dans le lit. Au début, elle est gênée. Elle se rendort, puis se réveille une deuxième fois. Elle est interpellée parce que son amie ne réagit pas. Là, elle voit Alice assise sur une chaise et lui demande discrètement ce qui se passe. Alice lui répond « T'inquiète, il a une trop petite bite, ça ne va pas rentrer ». Habillée en noir, très assertive, on voit qu'elle est presque en train de revivre le moment quand elle raconte ça. Elle explique qu'elle se rendort, mais elle dit « Cette phrase résonne en moi. Je tends l'oreille, je n'entends aucun gémissement ». Et alors elle raconte se sentir ultra gênée. Elle trouve l'ambiance sale. À un moment, elle se lève, sort de la chambre et décide d'aller récupérer les téléphones qui sont dans une autre chambre. Après son témoignage, elle va être bousculée par la défense de Naps et va d'ailleurs craquer. Pourquoi n'a-t-elle rien fait ? Je m'en suis énormément voulu. C'était trop gros de me dire qu'un V avait lieu à côté de moi. Une fois que les trois amies sont parties de l'hôtel, elles ont déposé Alice chez elles et se retrouvent à deux. J'avais l'impression que Fanny se sentait sale. Je le sentais, dit Camille. Alors c'est auprès d'elle que Fanny va mettre les mots sur ce qui vient de lui arriver. C'est Camille qui va ensuite amener son amie pour porter plainte et faire la récolte des éléments matériels aux unités médico-judiciaires. Camille, à la barre, parle d'une voix claire, elle est tranchante, y compris quand elle décrit le comportement lunaire d'Alice. Cette phrase qui n'avait pas de sens, la réaction d'Alice qui semblait presque observer la scène, et surtout son comportement après cette nuit-là. Elle n'accompagne pas celle qu'elle décrit comme sa meilleure amie portée plainte, elle ne va jamais répondre aux convocations de la police pour donner son témoignage, elle va même faire de la garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Par message, elle s'énerve, elle va déclarer qu'elle a tout fait pour la réveiller, la secouer, crier son nom, et même demander à Naps de la prendre en échange de son ami comme un sacrifice. Alors forcément, avec tous ces éléments, le témoignage d'Alice, lui, il était très attendu. On a même eu peur qu'elle ne vienne pas. Et là, coup de théâtre. J'ai menti, je me suis sentie naze, a-t-elle dit à la barre. Non, elle n'a pas proposé de se sacrifier pour libérer son amie du V. Quand elle entend ces mots, Fanny s'effondre. Pendant les 4 jours d'audience, faut dire que Fanny, elle va fixer un point droit devant elle. Elle n'a pas envie de baisser la tête, elle ne veut pas craquer. Alors, inlassablement, elle va fixer ce point. Mais là, elle craque. Pendant 5 ans, j'ai culpabilisé de ne pas m'être réveillée, dira-t-elle lors de son témoignage à la barre. Alice, elle raconte qu'elle s'est d'abord endormie, puis qu'elle a senti Naps sur elle, elle le repousse et se rendort. Puis elle sent une pression dans le lit, mais cette fois de l'autre côté. Il était sur son amie Fanny. Je lui ai dit d'arrêter, mais il n'a rien voulu entendre, dit-elle. À la barre, Alice se perd. Quand on lui demande quelle est sa relation avec la plaignante, elle répond « c'est mon amie », comme si rien ne s'était passé. Elle nie même avoir été en garde à vue et ne pas s'être rendue aux convocations de la police, alors qu'il existe une dizaine de PV de carence. Bref, elle n'est pas crédible, elle sème le doute, mais elle reste formelle sur un point. Fanny dormait, elle ne réagissait pas malgré que je la secoue, dit-elle. Quand Naps est invité à donner sa version, il semble perdu, timide. Paumé, il est à peine audible à la barre. Lui raconte qu'arrivé dans la chambre, il sent un jeu de séduction avec Fanny et Alice. Il raconte que Fanny, la plaignante, venait régulièrement s'asseoir sur ses genoux dans cette chambre d'hôtel. Elle dira
qu'elle voulait à tout prix éviter ce lit pour ne pas s'endormir. Sa copine était en grande discussion avec Naps et donc elle faisait des allers-retours entre les genoux du rappeur et le lit faute de place. Mais pour Naps, ça c'est de la séduction. Tous les feux étaient au vert selon lui. Alors l'acte a commencé. Jamais de la vie je ferai ça avec quelqu'un qui dort, ça n'existe pas. Je sais reconnaître le consentement d'une femme. Ça c'est ce qu'il a dit à la barre en s'enflammant pour dire qu'il était innocent. Il raconte qu'Alice a commencé à se joindre à eux, les regarder, s'embrasser et qu'ensuite il a voulu changer de partenaire parce que en fait pour lui tout ça c'était un plan à trois. Oui mais voilà, au moment de changer de partenaire, il perd son érection, il tente de repartir mais Alice le repousse. Alors il arrête. La version de Naps est celle qui n'a quasi aucun point commun sur aucun des éléments avec celle des autres témoins. C'est peut-être l'un des tournants de ce procès. En fait, comme je vous le disais, moi, à ce moment, ça fait déjà 2 jours et demi que j'étais très proche physiquement de la plaignante. Je pouvais la voir rougir, pleurer en silence, craquer, mais je n'avais toujours pas entendu le son de sa voix. Le moment est venu, lui souffle la présidente Danielle Dionisi. Alors elle avance, toujours son chignon serré, habillée en noir, presque sans maquillage. En fait, j'ai changé son prénom et le prénom de ses amis, parce que depuis le début de la procédure, elle a une peur panique qu'on la reconnaisse et qu'on l'accuse de chercher la célébrité. Alors chaque matin, quand elle passe devant les caméras, elle cache son visage. Elle veut la lever du huis clos pour que le monde sache la vérité, pour retrouver sa dignité, dit-elle, mais pas pour les spotlights. Quand elle avance à la barre, elle raconte à quoi sa vie ressemble avant l'agression. Une vie de galère. À peine 20 ans, elle a connu une adolescence compliquée, des relations conflictuelles avec son père qui vont la conduire à vivre dans un foyer quelque temps, puis les violences conjugales avec son premier amour à l'encontre duquel elle va porter plainte avant de se rétracter sous la menace. Alors à cette période, j'essaye juste de vivre comme une jeune fille de 20 ans, raconte Fanny. Avant l'after, les récits des uns et des autres sont similaires. Elle dit aussi qu'en boîte, elle a finalement très peu d'interactions avec Naps, contrairement à ses amis, mais que la soirée se passe bien. Arrivée à l'hôtel, elle raconte qu'elle essaye de suivre la conversation entre son amie Alice et Naps, mais je suis trop dans ma tête à cause de mes soucis perso, dit-elle. Et puis n'oublions pas que tout le monde est bien alcoolisé. Au moment d'entrer dans l'hôtel, il est 6h36, c'est le petit matin. Pendant son sommeil, elle a quelques phases d'éveil, elle entend des gémissements, elle sent quelqu'un se frotter à elle, elle remarque que quelqu'un essaye de soulever sa robe et de baisser son string, alors elle le repousse, puis elle se rendort. Elle est finalement réveillée par une douleur au vagin provoquée par une pénétration non souhaitée. Les lésions qui sont notées par le médecin le lendemain sur son corps et à l'intérieur de ses cuisses font effectivement état d'un rapport violent. Je n'avais pas ma force habituelle, dit-elle quand elle raconte vouloir repousser Naps. Là aussi à la barre, l'expert toxicologiste expliquera que les effets de l'alcool et du protoxyde d'azote peuvent entraîner cette faiblesse musculaire. Et puis dit-elle, je vois Alice qui est en train d'observer la scène comme si c'était un film. Je pensais que c'était mon amie. Alice voit ma détresse, elle se lève, tape doucement sur l'épaule de Monsieur Boukobza pour lui dire d'arrêter, ce qu'il ne fait pas. Elle parvient à se dégager et court ensuite aux toilettes. Camille, elle, à ce moment-là, n'est pas dans la chambre. Elle est sortie, elle est partie chercher les téléphones. Tous les récits sur la suite des événements, après que les filles aient quitté la chambre d'hôtel un peu avant midi, vont dans le sens de la plaignante. On trouve par exemple de nombreux messages de Fanny en colère envoyés à Alice pour lui reprocher de n'avoir rien fait. Alice qui aurait même continué à être en contact avec Naps. Fanny raconte aussi comment son amie Alice a tenté de la faire culpabiliser en lui disant que c'était de sa faute de ne pas s'être réveillée. Elle raconte ensuite les mois qui ont suivi l'agression et le traumatisme, les nuits de cauchemar où elle se réveille en sursaut avec l'impression en permanence que quelqu'un est sur elle. Après ça, la défense va jouer son rôle et va l'interroger. Surtout, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise sur les genoux du rappeur? À quel point elle avait vraiment consommé? Était-elle vraiment dans un état second? Et puis, si elle était traumatisée, pourquoi est-ce qu'elle est sortie plusieurs fois en boîte après les faits? La défense essaye donc de la dépeindre comme une clubeuse fan de rappeur. En fait, tout au long des différents témoignages et des différentes expertises, il y a vraiment comme une pièce de théâtre qui se joue où chaque rôle est bien déterminé. Puisque le doute doit bénéficier à l'accusé, le rôle de la partie civile, c'est de tout faire pour qu'il n'y en ait plus du tout, celui de la défense est de faire en sorte qu'il y en ait plein. Et puis le rôle du jury, c'est d'avoir une intime conviction basée sur les faits. Alors on l'a vu, il y a d'abord les témoignages. Quels sont ceux qui sont constants depuis 5 ans? Quels sont ceux qui sont corroborés par les autres témoignages? Dans ses motivations, au moment de rendre son verdict, la Cour va d'ailleurs préciser que les déclarations de la plaignante ont toujours été constantes. Puis il y a eu tous ces messages envoyés dans la foulée de la soirée qui viennent corroborer la version de Fanny. Et puis il y a des preuves matérielles. Par exemple l'ADN qui a été retrouvé sur les sous-vêtements de Fanny. Naps a toujours dit au cours de l'instruction qu'il n'avait jamais vu le string de la plaignante, qu'elle n'en portait pas. À l'audience, il a dit peut-être qu'elle en portait, mais il a réaffirmé ne l'avoir jamais vue. Pourtant,
c'est bien l'ADN de Naps qui est retrouvé dessus. L'experte en données génétiques va donc être interrogée longuement par la défense. Est-ce que cet ADN qui se trouve sur les pourtours du string et les parois extérieures de celui-ci peut avoir été transposé d'une surface à une autre, donc du lit et des draps au string? Et de quelle quantité on parle? L'experte est formelle, il y a bien eu un contact plus que furtif entre M. Boukobza et les vêtements. La question de comment l'ADN s'est retrouvé là, sur le string, est un point crucial. Pour la défense, c'est le boulet du dossier. Ce qu'il y a aussi et qu'il faut comprendre, c'est que Naps est entouré de 3 avocats. C'est un rapport de force. 2 hommes, une femme. Et la stratégie est claire. Les hommes ne vont jamais risquer de bousculer la plaignante. À la femme reviennent les questions les plus intimes et les plus douloureuses. A l'inverse, tout au long de l'audience, l'avocat de la partie civile est seul. Fanny est accompagnée par une psychologue des 2 victimes, mais lui, il est seul. Et à plusieurs reprises, on va le voir se mettre debout. Il fait en quelque sorte écran entre Naps, ses avocats et sa cliente. Naps et la plaignante ne vont jamais se regarder. Et quand viennent les plaidoiries, les lignes sont claires. La partie civile embraye, non, ce n'est pas du parole contre parole. C'est soit ma cliente ment, soit Nabil Boukobza ment. Nabil Boudi, l'avocat de Naps, lui déclare: pour moi, tout le monde dit la vérité. Donc ça voudrait dire que tout le monde ment, et donc que le doute est permis. Pour lui, ce qu'il faut déterminer, c'est l'intentionnalité du V. Est-ce que Naps avait l'intention de V Fanny? Quoi qu'il en soit, lui reconnaît qu'il y a bien eu un rapport sexuel. Ce que je retiens au final de ce procès, c'est qu'un procès pour viol, c'est une épreuve. Pendant 4 jours, l'intimité de la plaignante, mais aussi celle de Naps, vont être décortiquées en long, en large et en travers. Et même si j'ai compris la raison, à savoir dissiper les doutes, effectivement, c'est douloureux. En fait, ce qu'il y a, c'est que le diable se cache dans les détails. Alors oui, pour lever le doute, peut-être qu'il faut parler 10 fois de l'ADN et de pourquoi la victime portait 2 strings. De cette phrase complètement lunaire que l'ami de la victime aurait dite sur la taille du pénis de Naps. De la soirée avant et du comportement des uns et des autres après. Mais ce que je retiens au final, c'est une justice qui a pris le temps d'entendre toutes les parties et de croire la victime en se basant sur des faits objectifs. Dans son réquisitoire, la procureure, celle qui représente la société, va rappeler en quoi consiste le parcours du combattant d'une victime qui doit déposer une plainte pour V aujourd'hui. Elle va même s'énerver et je la cite: « En 2026, on va reprocher à la victime d'être sortie en boîte de nuit après son agression. On en est encore là. » S'il y a une phrase que je peux retenir, c'est celle de la procureure générale pendant ses réquisitions. Non, personne n'a jamais accédé à la célébrité ou à la richesse pour avoir dénoncé des faits de violence sexuelle. Naps risquait 15 ans de réclusion criminelle. La magistrate en réclame 7. Elle va être suivie par la cour. Après 4 heures de délibéré, la sentence tombe. Non, pour la justice, il n'y a plus de doute. Naps est coupable de V, il est condamné à 7 ans de prison et il va passer la nuit derrière les barreaux. À l'annonce du verdict, lui reste presque impassible. Il est comme sonné par cette annonce. Faut dire qu'après 4 jours de procès, cette annonce par la présidente, d'une voix calme et monocorde, ressemble presque à une tâche administrative quelconque. Si bien que même la plaignante ne comprend pas. Elle interroge son avocat et lui demande ce qui se passe avant de s'effondrer. Pour elle, c'est 5 ans de procédure qui lui tombent des épaules. Avec beaucoup de soulagement, elle a été entendue, elle a été crue et elle a été reconnue. Indépendamment de la peine qui a été prononcée, la Cour l'a pleinement établie dans sa qualité de victime, effectivement, après 5 ans de procédure. Donc c'est un vrai soulagement pour elle. Du côté de Naps et de la défense, c'est clairement la douche froide. Si au cours du procès, nous les journalistes, on a pu avoir quelques petits apartés et des conversations avec l'avocate Fanny, du côté de la défense de Naps, c'était ultra verrouillé. Il ne voulait pas parler avant la fin du procès. Conteste catégoriquement les faits qui lui ont été reprochés pendant toute la procédure. Il a rappelé, il a été constant sur ce point-là. Et aujourd'hui, évidemment, la décision est incompréhensible. Donc dans ces conditions-là, on va évidemment interjeter appel de la décision. Alors vous l'aurez compris, après 5 ans de procédure, ce n'est toujours pas fini. Il devrait y avoir un 2e procès en appel. Et Naps est loin d'en avoir fini avec la justice. Il est également poursuivi pour des faits de nature similaire qui seraient survenus en août 2024 dans le sud de la France.